22h30 à Paris, 23h30 à Kinshasa, 22h30 en temps universel. Et la dernière édition d'Afrique Soir vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nouvelle journée de violence en République démocratique du Congo, des échauffourées à Kinshasa ce matin, la nuit dernière des QG de l'opposition incendiés. Ce mardi, depuis New York, le président français François Hollande condamne sans réserve ces violences. Nous l'entendrons dans quelques instants. Les experts de l'Union africaine n'auront finalement pas droit de regard sur le contentieux électoral qui oppose le président gabonais Ali Bongo à son rival Jean Ping. L'arbitrage de la Cour constitutionnelle est lui attendu au plus tard vendredi. Alerte des Nations Unies sur un risque de génocide au Burundi. Dans un rapport publié ce mardi, des experts de l'ONU accusent le gouvernement burundais d'être responsable de graves violations des droits de l'homme. Et puis, juste après le journal, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, invité de la rédaction au micro de Laura Martel. Il sera question de lutte antiterroriste et de sécurité maritime. Et revenons pour commencer sur le film de cette nouvelle journée de violence en République démocratique du Congo. Une violence qu'on a surtout observée dans les quartiers périphériques de la capitale. L'opposition avait à nouveau appelé à marcher ce mardi. Il n'y a eu aucun rassemblement, mais on a pu observer des affrontements, des attaques contre des bâtiments publics et un imposant dispositif sécuritaire. Le bilan des victimes s'est alourdi puisque les émeutes qui ont marqué cette nouvelle journée de contestation ont fait de nouveaux morts et blessés à Kinshasa. Le récit de Sonia Rollet. Ce matin, des coups de feu retentissaient dans plusieurs quartiers de la capitale, les quartiers réputés comme chauds, Makala, Matete, Limete, Djili, Massina, avec des mouvements de colère comme à Djili où un tribunal et des voitures ont été brûlés. Les policiers de faction n'ont rien pu faire et ont dû appeler des renforts. Face aux bâtiments encore fumants, la population explique vouloir manifester son mécontentement de ne pas pouvoir manifester pacifiquement, de voir la Constitution être violée, mais elle donne aussi des explications à caractère social, pas de travail, pas de gratuité de l'éducation et un accès limité aux soins. Il n'y a rien pour nous, il faut que Kabila parte. Fin de discussion. Plus loin, un policier explique que dans plusieurs quartiers, les jeunes ont pillé et brûlé. Si encore ils avaient manifesté pacifiquement, on les aurait laissés, assure cet agent de police. Un officiel accuse les leaders de l'opposition d'avoir incité les jeunes à la violence. L'opposition de son côté dénonce la brutalité de la répression. Toujours est-il que dans l'après-midi, Kinshasa avait encore des allures de ville morte. Relative accalmie, les habitants circulaient tout au plus à pied, les enfants jouaient au football au milieu d'artères traditionnellement embouteillées par les voitures, avec ça et là des barricades en feu et surtout des colonnes de policiers le visage peint en noir, la police militaire mais aussi fait rare, la garde républicaine dans les secteurs les plus sensibles. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et puis la nuit dernière, je vous le rappelle, les sièges de 5 partis d'opposition ont été incendiés et depuis hier, les réactions internationales se multiplient. Ce mardi, à la faveur de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État français a appelé depuis New York au respect de la Constitution et à la tenue des élections en République démocratique du Congo. François Hollande qui a surtout adressé un message de fermeté aux autorités de Kinshasa. On l'écoute. Il s'est produit des violences inadmissibles, qui sont insupportables. Nous ne savons pas encore le nombre de morts, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des victimes et qu'elles ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. Un parti d'opposition, le principal, a vu son siège agressé et même flambé, brûlé. Dans aucun pays, on ne peut accepter de tels comportements, de tels agissements. Et donc je veux ici les dénoncer. Je suis allé moi-même en RDC, à l'occasion d'un sommet de la francophonie. J'avais hésité à y aller, mais je considère que c'était mon devoir d'y aller parce que la France est un pays francophone et a vocation à aller partout dans tous les sommets de la francophonie. J'avais dit au président Kabila que nous ne transigerions pas sur les élections, leur date et le processus constitutionnel. Et donc, je le répète ici, la Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir. Ensuite, nous verrons avec le contrôle international qu'il sera possible de faire. Voilà, François Hollande, des propos recueillis par Anissa El Jabri. Et l'une des conséquences des violences de ces derniers jours, l'Église catholique qui suspend sa participation au dialogue national. Un coup dur pour ce forum parce que cela réduit encore le champ d'ouverture de ce processus. Pour rappel, le dialogue national est toujours boycotté par 2 des principales forces de l'opposition. L'abbé Donatien Cholet était le délégué de la SENCO au dialogue national. Il explique la position des évêques.
Les évêques sont interpellés par le sang de nos frères et sœurs qui a été versé pour le respect de la Constitution. Cela ne doit pas nous laisser indifférents. C'est un signe de temps. Et par respect pour ces morts et aussi dans un élan de solidarité avec les familles éprouvées et tout le peuple congolais, les évêques ont jugé bon suspendre leur participation au dialogue pour faire le deuil, mais aussi pour rechercher un consensus plus large. C'est-à-dire pour ramener d'autres partis politiques, et notamment ceux qui ont appelé à manifester, vers la table des négociations. Oui, c'est-à-dire ce qui s'est passé est un message fort pour dire qu'il y a une bonne partie de la population qui ne se sent pas concernée, qui n'est pas concernée par le dialogue actuel. Et cela amène les évêques à se mettre de nouveau en route, de prendre leur bâton de pèlerin pour pouvoir inviter les autres à se mettre autour d'une même table. Il leur rappelle dans ce message qu'ils ne sont pas des ennemis, mais des frères, des compatriotes d'un État qu'ils doivent construire ensemble et non pas détruire. L'abbé Donatien Cholet, délégué de la conférence épiscopale du Congo. En République démocratique du Congo encore, 74 personnes avaient été arrêtées à Lubumbashi, dans l'est du pays, ce week-end, après avoir participé à une réunion de l'opposition. Elles ont comparu en justice ce lundi. Verdict, 19 d'entre elles ont été condamnées à 2 ans de prison ferme pour rébellion, vol qualifié, destruction méchante et incendie volontaire. 3 autres à 3 ans de prison ferme et enfin 2 autres à 10 mois d'emprisonnement et $25 000 d'amende. Leur avocat dénonce un verdict injuste et sans aucun fondement juridique. Bujumbura 96.1 FM. Après 2 séjours au Burundi, la mission d'enquête indépendante des Nations Unies sur ce pays vient de publier son rapport. Dans ce document, les experts des Nations Unies disent craindre des violences de masse. Ils pointent de possibles crimes contre l'humanité commis d'avril 2015 à fin juin 2016, la période couverte par l'enquête. Ils parlent enfin de graves violations des droits de l'homme qui sont de possibles crimes contre l'humanité. Plus de détails avec Esdras Ndikuman. Exécution extrajudiciaire, disparition forcée, torture, autres traitements cruels et inhumains. La mission d'enquête des Nations Unies au Burundi dénonce dans son rapport de 33 pages de très nombreux crimes commis au Burundi, essentiellement, je cite, par le gouvernement et des personnes dont l'action peut être attribuée au gouvernement. Composée de 3 experts, l'enquête indépendante des Nations Unies au Burundi a séjourné dans le pays à 2 reprises. Une 3e visite prévue en septembre n'a pas pu se tenir pour des raisons de sécurité. Elle assure avoir rencontré des membres du gouvernement mais aussi des victimes, avoir visité des prisons puis les pays voisins pour recueillir les témoignages de nombreux Burundais qui ont fui en exil. La mission dit avoir trouvé, je cite encore, d'abondantes preuves de graves violations ainsi que d'abus des droits de l'homme dans ce pays, et même si personne ne peut quantifier les violations perpétrées dans un contexte aussi fermé que répressif selon toujours ce rapport, elle parle d'au moins 564 cas d'exécution recensés et fait part de sa crainte pour l'avenir. Sans grande conviction, semble-t-il, la mission d'enquête de l'ONU a appelé le gouvernement burundais à mettre fin à l'impunité pour tous ces crimes. Mais elle demande à la communauté internationale d'envisager une protection de la population civile burundaise si ces violences se poursuivent, en plaçant le pays sous chapitre 7, celui de l'imposition de la force. Esdras Ndikuman, et rappelons que joint par téléphone, le responsable de la communication présidentielle dénonce un rapport biaisé basé sur des témoignages mensongers. William Mitwe qualifie les experts de paresseux qui n'ont pas fait convenablement leur travail et rejette toutes les accusations portées contre le gouvernement et les forces de sécurité. Au Rwanda, le FDU, le parti de l'opposante Victoire Ingabire, dénonce l'arrestation d'un des responsables du parti. Théophile Ntiruatwa a été arrêté dimanche soir à Kigali par des militaires. Arrestation que le FDU, formation politique non reconnue par les autorités, qualifie d'enlèvement. Au Gabon, c'est vendredi au plus tard que la Cour constitutionnelle rendra son verdict et décidera si oui ou non elle valide la réélection contestée du président Bongo. Et le temps presse. L'opposition demande la mise en place d'une commission d'experts pour surveiller le recomptage des procès-verbaux. Du Haut-Togo, la province où Ali Bongo a obtenu 95% des voix. Le camp de Jean-Ping espérait d'ailleurs la venue des juristes de l'Union africaine. L'UA était en contact avec Libreville pour envoyer ses spécialistes. Finalement, l'organisation panafricaine n'aura pas droit de regard sur le processus. Sébastien Limette.
Les juges de la Cour constitutionnelle rendent leur verdict au nom du peuple. Ils prêtent serment, ce que ne font pas les juristes de l'Union africaine. Voilà ce qu'explique un représentant de l'institution, ajoutant qu'il n'y aura pas de recomptage des procès-verbaux, mais un contrôle de leur régularité, un travail pour lequel la venue d'experts de l'UA n'est pas nécessaire, précise cette même source. Côté UA, on explique que des notes avaient été envoyées à Libreville pour expliquer le travail de ces juristes. Sans succès, la Cour ne veut pas de notre équipe, confie un représentant du département paix et sécurité. L'opposition en tout cas ne se formalise pas. Jean-Rémy Mansansa, un des avocats de Jean Ping, estime que l'important c'est qu'une commission d'experts représentant les deux parties puisse suivre le recomptage des voix du Haut-Ogooué. Mais l'avocat s'inquiète, la procédure n'en est qu'à l'échange de courriers entre chaque camp avec arguments et contre-arguments. Côté pouvoir, on est d'accord pour le recomptage, mais on ne veut pas de cette commission. Maître Francis Nkea, un des avocats d'Ali Bongo, se dit serein. Selon lui, la Cour est le médecin de l'élection. Elle doit désinfecter tout ce qui pollue et annuler les PV irréguliers. Des irrégularités dont l'opposition serait coupable un peu partout dans le pays, dit-il. Explication signée Sébastien Német. Également dans l'actualité, un navire transportant 38 clandestins s'est échoué aujourd'hui au large de la Guinée-Bissau. Les migrants qui venaient de Conakry ont pu être recueillis par des pêcheurs. C'est le tout dernier épisode du feuilleton souvent plus dramatique des migrations à destination de l'Europe. Un thème qui a été évoqué aujourd'hui même par le président Idriss Déby du Tchad à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président en exercice de l'Union africaine demande une réponse concertée à ce phénomène. On l'écoute. Les vagues migratoires successives des jeunes Africains vers l'Europe, auxquelles on assiste quotidiennement et dont des milliers sont morts noyés, interpellent l'ensemble de la communauté internationale. On a beau ériger des barrières, construire des ghettos, mobiliser des forces navales pour contenir les migrants. Le phénomène ne s'arrêtera pas tant que les régions concernées ne seront pas étroitement associées et impliquées dans la réponse commune et surtout appropriée à apporter. Les solutions ébauchées au sommet de la Villette semblent malheureusement être bien en deçà des attentes et des défis. Il ne s'agit pas de faire l'aumône à l'Afrique, mais d'établir avec elle un véritable partenariat stratégique face à des défis communs et globaux. Il n'est pas encore tard pour engager une action commune et concertée, prenant en compte les préoccupations légitimes de toutes les parties concernées. Le président tchadien Idriss Déby ce mardi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. En bref, au Niger, au moins 21 morts suite à une épidémie de fièvre de la vallée du Rift dans l'ouest du pays. Cette maladie virale qui touche les animaux et les hommes sévit depuis fin août dans la région de Tawa. Ce soir, dans un communiqué, les autorités sanitaires demandent aux populations majoritairement pastorales des zones affectées d'éviter la manipulation de viande d'animaux contaminés, de faire bouillir le lait avant toute consommation et d'enterrer avec précaution les cadavres des animaux morts. En Côte d'Ivoire, les délais auront été respectés. 15 jours après l'effondrement d'une passerelle menant au pont de Dimbokro dans le centre du pays, la voie de chemin de fer est rétablie depuis ce mardi. C'est la société exploitante, la Citarail, qui l'annonce. Retour donc à la normale du trafic sur cette ligne de chemin de fer qui relie Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso. Au Sénégal, une semaine après la fête de la Tabaski, les spécialistes du cuir sont à pied d'œuvre. Les peaux des moutons sacrifiés pour cette fête de la communauté musulmane sont récupérés, traités et tannés par des entreprises privées. Mais au Sénégal, ce travail est aussi réalisé par des collectifs de femmes. Une activité complexe et très difficile. Reportage à Guédiawaye, dans la grande banlieue de Dakar, Guillaume Thibault. Le dos courbé, voilà la principale position de ces tanneuses. L'odeur est âcre. Première étape de ce travail, empiler les pots et y ajouter du sel. Fatoumata Haïdar est présidente du collectif. Vous voyez, depuis la Tabaski, je les mets en sel. Nous, on prend par exemple 30 pots, on le travaille dans une semaine. Astoufar travaille ses pots dans de grandes bassines. Âgée de 30 ans, elle est tanneuse depuis son adolescence. Oui, c'est un travail dur. Oui, moi je suis né dans ça. Maintenant, c'est ma mère, elle tient plus le coup, c'est moi qui prends le relève. C'est le produit chimique qui enlève les poils. Il faut ensuite mettre les pots dans un mélange d'eau et de chaud. Produit chimique qui provoque brûlure et abîme les poumons. Fatoumata Haïdar. On sait que c'est dangereux, mais il n'y a pas de solution. Des fois, tu n'arrives même plus à respirer, mais on prend du lait et après la vie continue. À quoi ça sert le lait ?
Ça va faire descendre le produit chimique qui est dans tes poumons, quoi. Les cordonniers locaux achètent ces potanés entre 500 et 1500 francs CFA pour améliorer les revenus. Le collectif interpelle les autorités pour disposer d'un lieu de vente. Si le président était là, je lui demanderais de nous mettre une marché pour qu'on puisse vendre nos produits. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. Un mot de sport pour évoquer la retraite de Yaya Touré à 33 ans. Le fameux numéro 19 des éléphants annonce que sa carrière internationale est terminée. Une nouvelle qui n'est pas franchement une surprise. Christophe Jousset, le joueur de Manchester City, avait pris ses distances avec la sélection depuis un bon moment déjà. 1 an et demi que Yaya Touré n'avait plus joué avec les éléphants. C'était en mars 2015, un match amical à Abidjan. C'était sa 113e sélection. Il vient de décider que ce serait la dernière. Je suis sûr que c'est le bon moment pour moi, écrit-il sur les réseaux sociaux, où il prend les devants. L'âge, le rythme des entraînements, la multitude des matchs ne sont pas les raisons pour lesquelles je prends cette décision. Je ne me sens plus capable, dit-il, de me fixer de nouveaux objectifs en tant que joueur avec les éléphants. Sur 2 pages, Yaya Touré évoque les moments les plus marquants de sa carrière internationale, en commençant par ceux qui restent associés à des douleurs intimes. La CAN Junior 2003 et la Coupe du Monde 2014, 2 tournois au cours desquels il a perdu sa mère, puis son frère cadet. J'ai encore le cœur meurtri, écrit l'Ivoirien. Celui qui fut élu 4 fois meilleur footballeur africain revisite les Coupes d'Afrique et surtout les 3 finales disputées. Les 2 premières perdues en 2006 et 2012, la 3e gagnée en 2015. Elle est venue comme un gros ouf, raconte le joueur de Manchester City. Yaya Touré ne jouera pas la CAN 2017, mais il précise ceci: je peux encore apporter beaucoup de choses aux footballeurs, aux jeunes de mon pays, du continent africain et du monde entier. Son histoire avec le football n'est pas terminée. Minuit 45 à Paris. Merci Christophe Jousset. À suivre le journal des sports avec Cédric De Oliveira. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction. À l'occasion de son passage à Paris et à 1 mois d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime organisé à Lomé, le ministre togolais des Affaires étrangères revient sur les défis du Togo et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest face à la menace terroriste, qu'elle soit terrestre ou maritime. Robert Ducet, invité de la rédaction, répond aux questions de Laura Martel. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Dans un rapport interne d'avril dernier, les renseignements ghanéens indiquaient qu'après le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo seront les prochaines cibles d'attaques terroristes. Partagez-vous cette analyse ? Nous avons été informés et je vous rassure que les forces de défense et sécurité togolaises ont été mises en alerte et elles travaillent en étroite collaboration avec les autres forces et les autres services de renseignement de la région et particulièrement les services ghanéens. Donc nous pensons que la menace terroriste touche tous les pays, mais l'essentiel pour nous, c'est de continuer à rassurer nos populations que nos forces de sécurité travaillent et elles veillent sur la paix et la sécurité de toutes les Togolaises et tous les Togolais. Et quelle est selon vous l'acuité de la menace ? Y a-t-il par exemple des cellules dormantes ou un développement des mouvements islamistes radicaux dans votre pays ? Pour l'heure, nous n'avons pas détecté de cellules dormantes, mais nous sommes vigilants. Nous n'avons pas de courant extrémiste au Togo, mais nous veillons, le gouvernement travaille avec l'Union musulmane du Togo, qui est une association reconnue et bien implantée sur tout l'étendue du territoire. Nous veillons à ce que le message qu'ils partagent les vendredis dans les mosquées soit des messages de paix et d'amour qui, en plus, sont des messages de l'islam. Nous pensons que nous pouvions rester très loin de toutes ces difficultés dès lors que ceux qui prêchent restent dans le cadre de la loi et véhiculent le vrai esprit de l'islam qui est la paix. La menace terroriste n'est pas que terrestre. Le Togo va accueillir le 15 octobre prochain un sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime, au cours duquel vous espérez faire adopter aux 54 pays une charte commune. On peut rappeler qu'entre 2005 et 2015, il y a eu plus de 200 attaques de navires dans le golfe de Guinée notamment. Que prévoit cette charte pour lutter contre ces phénomènes ? Cette charte sera, disons, le résultat concret du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Je vous rappelle d'abord que c'est la première fois que toute l'Union africaine, depuis sa création donc de l'OUA, que les chefs d'État et de gouvernement se réuniront pour discuter sur une problématique qui est celle de la sécurité maritime. Nous avions déjà eu dans le passé le code de conduite de Djibouti en 2009, le code de conduite de Yaoundé en 2013, mais nous pensons que pour assurer la sécurité et la sûreté maritime sur le continent africain, il faut aller vers un texte contraignant. D'où
l'idée de la charte. Et cette charte a 2 volets essentiels. Il y a un volet sécuritaire, donc qui touche à la sûreté et la sécurité maritime. Et le deuxième volet, c'est le volet développement, qui est essentiellement consacré à tout ce qui concerne l'économie bleue. L'enjeu est d'autant plus important qu'on sait que plus de 90% du commerce du continent africain se fait par voie maritime. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de cette charte ? Des patrouilles maritimes conjointes, par exemple ? Sur un plan sécuritaire, les coordinations sont uniquement régionales. Donc, l'un des points essentiels de cette charte est de renforcer les coordinations sous-régionales. Parce que les décisions prises dans cette charte ne sont pas des décisions qui s'appuieront uniquement sur l'Union africaine. L'Union africaine n'arrive toujours pas à l'heure où nous sommes d'avoir une armée. Donc, on n'aura pas une armée des gardes-côtes africains qui vont surveiller toutes les côtes africaines. Non, pas du tout. Mais la responsabilité première sera à chaque communauté économique régionale dans ces zones. Et chaque communauté est censée travailler avec les autres régions afin d'harmoniser la sécurité commune au niveau du continent africain. En termes de piraterie, faites-vous donc face à de petits groupes locaux ou à des réseaux internationaux structurés ? Nous avons les deux, mais la question de la piraterie aujourd'hui dans le golfe de Guinée, c'est beaucoup plus des réseaux internationaux. Nous avons eu arrêté seulement dans le cas du Togo des pirates qui ne sont pas du tout africains. C'est-à-dire qu'il y a une ramification depuis leur pays avec certains complices locaux. Si vous prenez le golfe de Guinée, ce ne sont pas forcément des jeunes désœuvrés. Il y a des pays qui sont malheureusement qui sont sans État, où il y a des pays dans lesquels on voit qu'il y a même un réseau mafieux à un certain niveau élevé. Donc ils sont en complicité avec certains pirates parce que comment comprendre que l'on voit des centaines de milles de pétrole détournés dans un pays sans que les autorités ne soient au courant et qu'il y ait en pleine mer tout un transbordement entre un bateau connu et un autre bateau ou que des pirates. Ouais, c'est des complicités à un niveau élevé parfois de certains États. Vous ne pouvez pas être plus spécifique sur ces pays en question. Non, je ne pourrais pas le faire. Je vous remercie, mais je crois que l'essentiel c'est d'avoir une volonté politique. Et quelles sont les conséquences de la piraterie sur les populations du littoral ? Les conséquences sont énormes, évidemment pour l'économie en général. Maintenant, les populations riveraines souffrent beaucoup parce que elles sont en fait prises en otage. Vous aviez des petits pêcheurs qui ont le petit bateau, qui vont en mer pour aller pêcher. Aujourd'hui, ces pêcheurs-là n'y vont plus, ils ont peur parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Parfois, il y a des cas où ils se retrouvent en haute mer avec des pirates. Et donc, pour leur sécurité, c'est très dangereux. Ce qui fait que ces petits pêcheurs restent, ils ne vont pas loin. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous savions par rapport à la mer, ne pas aller loin, c'est ne pas avoir de poissons. Donc, ils n'ont pas de quoi vivre. Donc, ils traînent, et ils ne font rien et ça crée d'autres problèmes dans le pays. Ces petits pêcheurs peuvent être manipulés, peuvent devenir des terroristes, c'est possible. Quand on sait, par exemple, que dans le golfe d'Aden, les pirates somaliens, ce sont des jeunes chômeurs qui savaient quoi vivre, finalement, décident d'aller en haute mer pour aller braquer les bateaux et puis du jour au lendemain devenir très riches. Voilà. Donc, ces problèmes-là guettent également nos pays dans le golfe de Guinée, particulièrement le Togo. Donc, on a tout intérêt à lutter contre la piraterie. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous en prie, merci. Voilà, Robert Ducet, le ministre togolais des Affaires étrangères, invité de la rédaction, répondait aux questions de Laura Martel. Et place au journal des sports avec Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric. Bonsoir Zéphirin. Et on revient sur cette annonce qui intéresse forcément nos auditeurs ivoiriens. Yaya Touré arrête sa carrière internationale. Oui, c'est par un message sur Twitter que l'international ivoirien l'a annoncé aujourd'hui. Une décision difficile à prendre selon lui. À 33 ans, le capitaine des éléphants dit donc adieu à la sélection ivoirienne et va donc se consacrer exclusivement à son club de Manchester City. Retour sur sa carrière internationale avec Philippe Zigraf. C'est par une victoire face à l'Égypte que Yaya Touré fête son premier match avec les éléphants en juin 2004. Il vient tout juste d'avoir 21 ans. C'est le début d'une longue carrière en orange jusqu'à cet ultime match contre la Guinée équatoriale en mars 2015. Depuis, entre blessures et indécision, il entretenait le suspense sur son avenir en sélection. Avec les éléphants, Yaya Touré aura joué 113 matchs et marqué 19 buts. Il a disputé 6 phases finales de CAN et joué 3 finales. Les 2 premières perdues en 2006 et 2012, mais 3 ans plus tard, brassard de capitaine au bras, il avait succédé à Drogba, il peut enfin soulever le trophée. La CAN, mais aussi la Coupe du Monde, Yaya Touré a disputé la phase finale des 3 dernières éditions. Sans beaucoup de réussite, à chaque fois, la Côte d'Ivoire n'a pu franchir le premier tour. Ses brillantes prestations en sélection, ajoutées à son parcours en club, lui ont permis de décrocher 4 ballons d'or africains. Record de Samuel Eto'o égalé, mais le Camerounais ne les avait pas gagnés 4 fois d'affilée, comme Yaya Touré. Je ne me sens plus capable de me fixer de nouveaux objectifs avec les éléphants, a-t-il expliqué ce mardi.
clap de fin d'une formidable carrière. Et avec cette retraite, Cédric, la Côte d'Ivoire perd donc l'un de ses fers de lance. Oui, Yaya Touré, le dernier représentant de la génération qui a connu son apothéose avec la CAN 2015. Et même si les éléphants sont parvenus à se qualifier sans lui pour l'édition 2017, ils espéraient sans doute pouvoir compter sur lui pour la phase finale. Le sélectionneur Michel Dussuyer comprend sa décision, mais il regrette déjà son absence. C'est un grand joueur. C'est quelqu'un sur lequel je comptais pour essayer d'apporter ses qualités techniques sur le terrain, mais également aussi encadrer un peu la jeune génération. C'est la touche qu'il a portée à la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses sur le plan offensif passaient par lui. Dans la construction des offensives et même à la finition, il était capable de débloquer aussi des situations. C'est un grand joueur et les grands joueurs sont aussi aident à faire les différences dans les matchs. C'est pas une décision qui a été facile à prendre pour lui. D'ailleurs, il le dit dans son message. C'est pas une bonne nouvelle pour moi, mais j'aurais tout à fait respecté cette décision-là et puis je pense remercier le joueur pour tout ce qu'il a apporté aux éléphants durant toutes ces années et gagner le gain du trophée de la Coupe d'Afrique en 2015. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Michel Dussuyer, interrogé par Hugo Massonnier, c'était tout à l'heure dans Radio Foot International. Et puis le foot, Cédric, c'est aussi le début de la 6e journée de Ligue 1 en France avec 2 matchs au programme. Ouais, le PSG, toujours privé de l'Ivoirien Serge Aurier, blessé à la cheville, a provisoirement repris la tête du championnat. Les Parisiens ont dominé Dijon 3-0 et possèdent désormais une meilleure différence de buts que Monaco. Toulouse est lui 3e de cette Ligue 1 après sa victoire à Lille 2-1. Lille impuissant malgré la première titularisation chez les professionnels du jeune malien Yves Bissouma, tout juste 20 ans. Et puis en Allemagne, Pierre-Emerick Aubameyang continue de briller. Un nouveau doublé pour le Gabonais qui a permis au Borussia Dortmund de dominer Wolfsburg 5-1 pour le compte de la 4e journée de Bundesliga. Aubameyang déjà auteur de 4 buts en 3 matchs cette saison et le Borussia qui est maintenant leader provisoire de cette Bundesliga. Toujours en football, cette fois chez les dames, la Tanzanie a remporté la Coupe de la CECAFA. Une compétition qui rassemble les équipes d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est. Un succès 2-1 en finale face au Kenya. Les Kilimanjaro Queens, comme on les surnomme, remportent donc la 2e édition de cette Coupe de la CECAFA, 30 ans après la première. C'était le journal des sports avec Cédric de Oliveira. Merci beaucoup Cédric. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Bernard Najot, assisté de Cécile Périllard, à la réalisation Wafanour. Merci à toutes et à tous. À suivre les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Excellente nuit à l'écoute de RFI. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bonsoir, ce matin, vous réagissiez à l'arrestation au Burkina Faso de Luc Adolphe Thiaw. Le dernier chef du gouvernement de Blaise Compaoré a été inculpé d'assassinat. C'est l'heure du zapping. Aujourd'hui, c'est les bourreaux qu'on veut transformer en victimes. Voici un monsieur qui a passé son temps à narguer les gens dans sa communication. Voici un monsieur qui savait ce qu'il faisait quand il signait un décret qui autorisait l'armée à tirer sur des gens. Voici un monsieur qui savait les conditions carcérales au niveau de la MACO. Il était en exil en Côte d'Ivoire, mais qu'il assume toute la responsabilité. Toute personne qui commet un acte doit répondre devant la justice. Luc Adolphe Thiaw, c'est vrai, il avait une certaine responsabilité lors des événements et forcément, si effectivement il est impliqué dans quelque chose, il doit répondre. C'est vrai, ce monsieur était en exil en Côte d'Ivoire, il est rentré de lui-même, donc il n'a pas voulu se soustraire à la justice. Comme ce monsieur est rentré, j'aurais peut-être souhaité qu'on le mette en résidence surveillée quelque part en attendant bien son jugement. Une fois qu'il sera condamné, là il pourra purger sa peine n'importe où. Donc c'est ce que j'aurais souhaité. Et tous ceux qui font de la politique peuvent aller un jour en prison. Donc il faut toujours souhaiter, quand il y a quand même des décisions de justice qui sont prises, que les règles soient respectées. Le plus important, c'est ça. Pour moi, c'est de la distraction, c'est encore des manœuvres de ce parti au pouvoir-là qui essaie encore de nous distraire, de nous amener sur d'autres champs pour ne pas se rendre compte encore qu'ils sont dans l'échec de leur politique. Ils n'arrivent pas du tout à installer la stabilité au Burkina en commençant par le plan sécuritaire. Je suis en partie satisfait, mais ce n'est pas ça aujourd'hui la priorité des Burkinabés. L'ancien Premier ministre, certes, on l'accuse d'avoir signé un décret, mais les criminels, ceux qui ont tiré sur les populations, où ils sont connus.
On doit commencer par eux les arrêter. La justice, dans un contexte de crise, comme ce que le Burkina a connu en 2014, ne peut pas être en dehors de la réconciliation. Et aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, il faut que le parti au pouvoir accepte de parler avec le CDP. Parce que dans tous les cas, ils n'ont pas de contradiction fondamentale. Et demain, nous nous retrouvons à 8h10 temps universel. Nous parlerons du climat politique en RDC. 33 9 693 693 70. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Pourquoi partir sur les traces du Yéti, du Mokele Bembe ou du calmar géant ? Quelle réalité se cache derrière ces monstres mythiques qui nourrissent notre imaginaire et celui des scientifiques ? Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU. RFI.